par une fonction qui était directeur de la performance dans le groupe SEB. Et à ce titre, j'étais en charge de la coordination du programme Industrie du futur. Quand j'ai rejoint ECTI il y a quelques mois, ils m'ont demandé, au vu de mon expérience sur le sujet, de monter une conférence dans ce domaine-là. Ce que je fais volontiers et que j'ai plaisir à partager avec vous. Donc, pour vous situer, il y a une bonne soixantaine de slides et on va parcourir ce qui me paraît, moi, le plus important dans cette approche industrielle 4.0. Alors, en préambule, sachez qu'au niveau gouvernemental, il y a vraiment une dynamique qui s'est créée avec l'Alliance Industrie du Futur et que cette Alliance Industrie du Futur, elle a beaucoup de ramifications et que c'est une aide précieuse pour toutes les PME notamment, toutes les TPE, pour rentrer dans cette dynamique du numérique. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez juste fermer l'onglet où il y a écrit conférence industrie? Exactement, celui-ci, je vous remercie, excusez-moi. Donc, on va parcourir quatre thèmes. Un bref historique avec les benchmarks, vous verrez une petite vidéo à ce sujet-là. On explorera les 5 domaines qui me paraissent, moi, structurants dans l'industrie. On passera beaucoup de temps à la fin sur les hommes dans ce contexte avec deux dimensions, la partie maturité qu'il faut dans les entreprises, donc des hommes, et puis quels métiers sont concernés dans cette histoire-là. Alors vous êtes une école quand même axée informatique, donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités comme vous le verrez. Un petit peu d'histoire. Alors, peut-être que ce slide, il est connu par la plupart d'entre vous. Néanmoins, c'est un bon slide qui explique pourquoi on parle de 4.0. Oui, en effet, imaginez la première révolution industrielle à base de la vapeur, qui démarre un petit peu avant le 19e siècle et qui dure une centaine d'années. Première révolution industrielle, Denis Papin, la vapeur, les roues à eau, etc. Deuxième révolution qui démarre plutôt au début du XXe siècle et qui est la révolution liée à l'énergie électrique. Ben là, ça on change de dimension, on a beaucoup plus d'énergie, on peut s'implanter un petit peu partout grâce à cette énergie électrique. Une centaine d'années plus tard, arrive la troisième révolution, c'était la révolution informatique. Alors, vous êtes jeune, vous n'imaginez pas comment c'était l'informatique en 1970, mais imaginez de grandes salles où il y avait des machines énormes pour faire tourner des programmes qui, in fine, ne donnaient pas grand-chose, mais c'était le début de cette révolution informatique. Et puis arrive enfin, il y a une petite dizaine d'années, on va dire ça comme ça, il y a entre 5 et 10 ans, cette quatrième évolution, on verra plus tard si on parle de révolution, d'évolution, mais il y a quand même des choses révolutionnaires qu'on appelait la révolution digitale. Donc, on va creuser cette partie digitale. Donc, on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, peu importe, ça veut dire la même chose, mais c'est l'explication. Alors, il y a beaucoup de benchmarks qui sont intéressants. Donc, il y a déjà tous les fournisseurs de solutions que vous connaissez, les Siemens, les Dassault Systèmes, les Bosch, les Schneider, tous ces pour rentrer dans la dynamique du 4.0. Il y a des benchmarks aussi d'utilisateurs, notamment les précurseurs qui ont démarré il y a 5, 6, 7 ans, des grands groupes industriels comme PSA, Michelin, Faurecia, qui était très avancé, qui est toujours très avancé dans le domaine, ont amené aussi beaucoup de choses et ont drainé beaucoup d'idées et ont généré aussi par moments des startups. Et beaucoup de startups se sont spécialisées dans l'industrie 4.0. J'en cite 3, mais il doit y en avoir à peu près 1000 en France, peut-être plus, de toutes sortes. Ils sont créés tous les jours. Donc, il y a un gros mouvement autour de l'industrie 4.0. Je vais vous montrer une petite vidéo qui date déjà de 5 ans. Elle a été faite par PSA, le groupe PSA. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais elle est très éclairante. Elle est un petit poil stressante, mais elle va vous éclairer sur ses dimensions.
Ces dernières décennies, l'évolution de la technologie s'est accélérée. Dans un monde ultra connecté, les consommateurs sont en attente de solutions immédiates et personnalisées. C'est pour satisfaire nos clients et anticiper ces nouveaux besoins que nous avons préparé l'usine du futur. Chaque commande passée déclenche en temps réel l'ordre de fabrication du véhicule. C'est au centre de pilotage que son ordre et sa date de passage sont programmés. Le client reçoit une notification de la date de livraison prévisionnelle de son véhicule. La commande des pièces est automatiquement envoyée au fournisseur et leur réception est programmée en fonction de la date de livraison prévue. L'acheminement et le stockage des pièces sont entièrement automatisés, parfaitement fluides et flexibles. Découvrons ensemble notre usine du futur. Les espaces de travail sont dégagés. Les tâches lourdes assurées par des robots et les contrôles qualité sont effectués automatiquement puis validés par les opérateurs. À l'atelier ferrage, un contrôle total de la géométrie des pièces est effectué grâce à un pointage laser. Ultra connectée, l'usine du futur se passe de papier. Toutes les informations sont stockées, analysées et échangées en temps réel. Si une dérive même minime est détectée, l'information de correction est automatiquement envoyée vers le robot à l'origine du problème, qu'il soit dans l'usine ou chez un fournisseur. À l'atelier peinture, le système d'impression permet une personnalisation sur mesure dans le flux de production. Dans les zones de kitting, opérateurs et robots constituent le kit de montage dont la composition varie selon la demande client. Le full kitting est massivement déployé dans nos ateliers pour garantir la flexibilité. Le kit rejoint ensuite le véhicule qui s'insère dans la ligne en épi. Au montage, la ligne principale rassemble les opérations communes à tous les véhicules et des flux dérivés permettent de gérer de manière fluide la diversité des équipements. La réalité augmentée permet à nos opérateurs d'être formés en continu. Leur polyvalence est renforcée. Sur la ligne en épi, la mise en production de nouveaux modèles est facilitée par les échanges en temps réel entre l'usine et la conception. Aucun de nos robots, ni au ferrage, ni au montage, n'est fixé au sol. Nous pouvons les déplacer sans contrainte. L'usine du futur, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain au service de la flexibilité. Revenons à notre client. Sa commande est prête. Il peut venir chercher sa voiture en concession, sur un parc local ou directement à l'usine, où nous sommes heureux de lui faire découvrir son nouveau véhicule. L'usine du futur commence aujourd'hui. Donc, je reviens, tout le monde m'entend, Madame Fraisse, là? Oui, tout le monde, et on a Oui. bien vu la vidéo avec le son. Bon, super. Donc, vous voyez, cette vidéo, elle a quand même 5 ans. Elle est très conceptuelle, elle peut faire un petit peu peur, mais tout ce que vous avez vu à l'intérieur de cette vidéo, toutes les approches du 4.0, on va les voir ensemble, et vous allez voir que c'est devenu une réalité pour la plupart des axes de progrès. Alors, sur ce qu'on va explorer, justement, on va parler de la continuité digitale. Et ça va vous parler puisque vous êtes quand même une école où il y a beaucoup d'informaticiens. On va parler de la pyramide SIM, des SCADA, de la partie MES, de la supervision, donc toute cette continuité pour structurer son schéma directeur informatique. Le point en 2, on regardera l'utilisation des données, qu'est-ce qu'on entend derrière le big data, est-ce que ça peut rapporter. On aura un troisième thème d'exploration qui va être lié à l'interface homme-machine, ce que moi j'appelle l'interface homme-machine. Donc cette fameuse réalité augmentée dont on parle aussi dans la vidéo et comment elle peut être à votre service. On n'échappera pas aux nouveaux axes d'automatisation. Alors robots, cobots, les différences, les AGV, Automatic Guided Vehicles, et puis Smart Automation. Et vous verrez là, pour cette partie-là, il y a de l'évolution et de la révolution. Et puis, on finira en termes de domaine technique à explorer par la simulation. Donc là, on n'est pas en réalité augmentée, on est en réalité virtuelle, mais pour en faire quoi? Donc voilà ce qu'on va explorer là dans la petite heure qui suit. La continuité digitale, si vous avez
un élément, un paradigme à retenir, retenez celui-là, on va en parler de nombreuses fois, c'est, et une partie pour certains d'entre vous, une partie de votre travail sera peut-être celui-là, c'est la bonne info à la bonne personne au bon moment. Comment fait-on pour gérer cette approche de donner cette info au bon moment à la bonne personne? Imaginez demain vos cours, vous êtes sur un devoir et automatiquement, le travail que vous devez mener, vous avez automatiquement l'information qui vous arrive parce qu'on sait que vous êtes sur ce sujet-là, parce qu'on sait que vous êtes à ce chapitre-là, parce qu'on sait que vous allez avoir besoin de ce type de schéma ou autre. Donc ça, c'est un driver hyper important dans l'industrie. On fait tout en termes de communication pour que ça soit fluide et que ça soit pertinent. Et du coup, le système d'information de l'entreprise ou de la PME ou de la TPE est clé. Et comment c'est structuré? Qui ou quoi communique avec qui ou quoi? C'est une question qu'il faut se poser. Y a-t-il des ruptures dans la chaîne d'information? Dans les grandes entreprises, il y a des types d'informations qui circulent de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, verticale, horizontale. Et par moments, ça génère des ressaisies ou des pertes d'informations. Et donc, nous, en industrie du futur, le but c'est d'avoir cette fameuse continuité digitale. Pour avoir cette fameuse continuité digitale, il faut regarder comment est établie la pyramide SIM. Donc, cette pyramide que vous devez connaître, on parle bien d'une pyramide avec des couches terrain, des couches qu'on appelle basses, les niveaux 0, les niveaux 1. Et puis au plus haut de ces couches, on a le niveau 4, qui est généralement un ERP, du type SAP. Beaucoup d'entreprises ont SAP, des PME ont d'autres, bien sûr, ERP plus simples. Et puis sur la partie conception, design, on va avoir des PLM type Team Sander. D'accord ? Alors, l'idée, c'est comment on va de bas en haut, comment on va de haut en bas, et comment ça communique au niveau de la pyramide SIM. Et au milieu de cette pyramide, il y a deux couches. Il y a une couche qu'on appelle MES, qui est le lien Manufacturing Execution System, et puis la partie SCADA, qui est la partie supervision. Bon, ce qui se passe aujourd'hui en termes de tendance, c'est que cette pyramide, elle s'aplatit légèrement, parce que le lien, les couches entre MES et SCADA, par moments, se confondent, et ça peut prêter à confusion dans une architecture informatique. Mais retenez bien l'approche des couches basses. Comment, vous voyez ici, on a un robot, on a une visseuse, on a une caméra, on a un chariot élévateur. Comment ça va communiquer directement avec le niveau supérieur, voire le niveau du dessus? Ou comment une info qui est dans SAP va être utile à un chariot élévateur. Une info de GPAO, par exemple, de livrer tel composant à tel moment, à tel endroit, il va bien falloir la descendre quelque part. Aujourd'hui, et généralement, cette information, elle est ressaisie, elle n'est pas forcément continue. Donc l'idée, c'est de rendre tout ça fluide et continu. En termes de métier, on en parlera tout à l'heure, mais les couches hautes sont plutôt pour les informaticiens, les purs informaticiens, et puis les couches qui démarrent de 0, voire même jusque 3, on va parler d'informaticiens industriels, d'automaticiens, de roboticiens. Vous voyez, toute la chaîne des métiers, elle se trouve là-dedans, avec bien sûr des fonctions différentes, plus ou moins spécialisées. Donc, pyramide SIM qui s'aplatit. Quand vous serez en entreprise, ou voire même en PME, ou peu importe où vous serez, ayez une approche modulaire. Vous voyez, ça c'est un exemple d'architecture informatique. On retrouve des couches hautes en haut avec le SAP, on retrouve les capteurs en bas, mais au milieu, il y a plein de choses, il y a plein de modules pour gérer les ordres de fabrication, pour gérer les horaires, pour gérer la maintenance, la GMAO, etc. Et puis, on voit apparaître sur la droite de ces couches le data lake, le cloud. Donc, cette architecture informatique, il faut l'avoir en tête quand vous développez des applications. Sur la partie droite du slide, j'ai mentionné les différences entre SCADA et MES. MES, il est un petit peu plus lié au management des process, à la documentation des OF, éventuellement à la GMAO. Et puis le SCADA, comme son nom l'indique, on va plus être dans l'alarme, dans la supervision, dans le contrôle.
et puis aussi dans l'acquisition de data. Donc, on va se balader au cœur de cette histoire-là, MES, SCADA, pour assurer cette liaison entre les couches hautes et les couches basses. Alors, vous intégrez une entreprise, on va vous demander, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour avancer davantage dans l'industrie 4.0, dans l'industrie du futur? Quel module faut-il privilégier? Du coup, ma réponse est très simple. Il faut que vous axiez votre recherche sur la non-valeur ajoutée. Où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que j'ai des pertes d'informations? Où est-ce que j'ai des doublons? Et du coup, ça va vous dire, voilà, j'ai un service qualité, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur telle ligne de production, il faudrait les mettre en relation, il faudrait un SPC, il faudrait un suivi plus important. En production, il faudrait une supervision. Le service client, lui, il ne comprend pas ce qu'on fait, dans les usines, où les fournisseurs ne savent pas ce qu'ils doivent livrer. Donc, où est-ce qu'il y a de la non-valeur ajoutée? Et c'est ça qui doit vous driver. Alors, et après, quand vous allez venir avec vos solutions, on va évidemment vous dire, mais combien ça coûte? Et donc, à tous les coups, vous allez avoir cette question du retour sur investissement, return on investment. Ça va vous revenir à chaque fois, que vous soyez dans une petite boîte, dans une start-up, dans une grande boîte. OK, tu veux investir, tu veux mettre un module en place, très bien, mais combien ça coûte et combien ça rapporte? Donc, ayez toujours ça en tête quand même. Et puis, en parallèle de cette logique de ROI, assurez-vous de la partie sécurité. Il y a eu beaucoup d'affaires de piratage, il y en aura peut-être encore beaucoup, mais les entreprises savent mieux se protéger. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, à Renault-Douai, l'usine était complètement bloquée, piratée, il y a eu des affaires comme ça. La cybersécurité, ça concerne tout le monde, même le stagiaire qui manipule un ordi dans l'usine, dans la PME, un système de surveillance qui peut être plugué pour rentrer dans le système informatique. Ayez toujours cybersécurité en tête. Et ça doit être une constante à l'ESAIP. Alors, heureusement, il y a maintenant des architectures qui vous protègent. Et là, je ne pense pas que je vous apprendrai quelque chose, mais on est sur des architectures avec différents pare-feux. Un premier pare-feu qui est entre Internet et puis la partie compagnie avec Proxy. On va donc travailler avec des plateformes comme Microsoft Azure, ThingWorx. Et puis après, quand vous voulez développer une petite application, grâce maintenant aux méthodes SaaS, Software as a Solution, vous allez pouvoir travailler cette solution-là et puis l'utiliser dans l'entreprise, encore une fois en passant à travers des pare-feux, grâce à des serveurs OPC. Alors pourquoi des serveurs OPC? Parce que les serveurs OPC, il y en a d'autres, mais ils sont capables de se connecter à différents types d'automates. Et aujourd'hui, quand une entreprise veut se mettre dans la continuité digitale, elle se rend compte qu'elle a des machines avec toutes sortes d'automates, du Siemens, du Schneider, du Legrand, du X, du Y, et donc il faut qu'il y ait un serveur qui puisse capter toutes ces informations, même venant d'automates différents. Tout ça, maintenant, il y a des architectures qui le permettent et qui sont sécurisées. Donc, il y a des solutions. On peut se faire peur avec la cybersécurité, mais il y a des solutions qui peuvent être économiques et intéressantes. Ayez-le en tête. On va passer au deuxième domaine, le domaine du big data. Les données, le big data d'analytics. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment profiter de vos données? La qualité de vos prévisions et la qualité de vos réalisations, comment aller chercher davantage de performance. Les données, c'est clé, c'est le nouveau fuel de la productivité, vous l'entendrez de nombreuses fois, c'est une vraie réalité. Je vous ai mis ce slide, qui est un slide de Thales, qui est une analogie sur la notion de traitement de données. C'est une analogie avec le cycle de l'eau. Vous voyez, de la donnée, dans le cycle, pareil que dans le cycle de l'eau, il faut la capter.
C'est quoi les sources de données? Il y a des sources, il y a des rivières, il y a des étangs. Mais nous, c'est quoi nos données? On va travailler sur des bancs, des machines, de la gestion partagée, des techniciens qui vont aussi donner des données. On va avoir, pour récupérer ces données, une infrastructure dédiée, juste ce qu'on voyait avant, ces fameux tuyaux, ces pompes, comment on les capte, avec quel serveur, avec venant de quel automate, avec des réseaux dédiés pour être sécurisés, des protocoles, des passerelles. Donc, vous voyez, on peut faire cette analogie également. Il faut, bien sûr, traiter ces données, les pomper, les filtrer, les formater pour avoir des stockages intermédiaires, puisqu'on parle en zebrabyte, on parle, c'est immense. Il faut sécuriser, ce que je racontais avant sur la partie. Et puis, on peut avoir des zones de stockage, parce que les données ne sont pas forcément toutes, et on le verra après, ne sont pas forcément toutes analysées en temps réel. On peut les stocker et les analyser par batch, ou on peut aussi faire du temps réel, ça dépend. Et puis à la fin, vous avez cette utilisation de données qui va bien vous rendre service quand vous voulez prendre une douche, quand vous voulez arroser votre jardin ou mesurer ce que vous avez consommé en eau. Et bien là, ça va être les facturations, les réseaux dédiés, les outils d'exploitation, que ça passe à travers les MES ou d'autres supports. Donc, une belle analogie ici que je voulais vous présenter par rapport à tout ce qui se passe sur l'exploitation des données. Donc, le big data, sur la partie industrielle, ce que je mentionne, on va capter et exploiter des millions, voire des milliards, voire plus, des données disponibles issues de nos process de fabrication, ou j'insiste, plus largement de la supply chain globale, des fournisseurs au client final. Les données ne viennent pas seulement que des machines. Et je le montre ici en représentant à nouveau la pyramide SIM. Les données, vous pouvez les capter bien sûr par les machines, on le voit en bas, tout ce qui est senseur, activateur, automate. Vous pouvez les capter au niveau un peu plus grossier des MES ou du SCADA, mais vous pouvez aussi les capter au niveau de l'ERP. Par contre, la granulométrie de ces données sera très différente. Ce que vous allez capter sur les couches basses, vous allez être en temps réel, en nanosecondes, voire en microsecondes ou en secondes. Et puis, plus vous montez sur la pyramide de SIM, plus la granulométrie sera bien sûr différente. Ici, au niveau MES, au niveau SCADA, on va être à la seconde, à la minute. Au niveau MES, on va plutôt être minute, heure, équipe. Et puis au-dessus, on va monter en jours, semaines, mois. Donc, des données qu'on capte partout, mais avec des granulométries différentes suivant la couche dans laquelle on les extrait. Alors, autre élément sur les données, on peut se dire, oui, mais moi, je fabrique qu'une seule machine par an ou 10 machines par mois, j'ai très peu de données, etc. Il faut savoir aller les chercher, ces données. Il y en a partout. Vous voyez, ici, c'est encore un slide de Thales. Donc, ils font des satellites, ils font des équipements pour les avions. Bon, des avions, on en fabrique quelques milliers par an, peut-être moins maintenant, mais quelques milliers par an. Mais les équipements d'avion, il y a un facteur 10 qui se crée. Les fonctions par elles-mêmes, vous remultipliez par un facteur 10. Et sur les procédés, vous multipliez par un facteur 10. Donc, les données, réfléchissez bien, mais il y en a partout, dans n'importe quelle thématique et dans n'importe quelle société. Même une PME, vous allez pouvoir capter des millions de données, peut-être sur une machine ou peut-être dans d'autres endroits, ses clients, sur d'autres séquences. Sachez aller les extraire. Ces données, comment on va les exploiter? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, de mon expérience, j'ai vu 3 niveaux d'analyse. Du temps réel au deep learning. Il y a 3 niveaux d'analyse dans les données. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça représente très très peu du big data. C'est peut-être 1% ou 2%. Le reste, c'est plutôt de la donnée qu'on visualise en temps réel ou de la donnée qu'on analyse de manière un petit peu, alors pas forcément traditionnelle, mais quand même de manière statistique, avec des algorithmes évolués. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes beaucoup plus évolués, et là on parle de machine learning.
Alors, ici, alors je crois que j'ai un slide après, mais on va le revoir ici. Quand je parle de visualisation en temps réel, c'est-à-dire que vous captez des données de votre machine et vous savez comment elles fonctionnent. Ou vous captez un nombre de scraps et vous savez combien vous en avez par heure, par minute, par seconde, ça dépend du niveau, vous captez des quantités. Après, quand vous avez des problèmes, par exemple, je parlais des rebuts, des scraps, vous avez eu des scraps pendant 1 heure de production, vous avez récupéré vos données de machine et vous dites, mais mes scraps correspondent, mes rebuts ou mon manque de performance correspond à quelle donnée machine? Est-ce que je suis capable de visualiser les paramètres de la machine qui ont provoqué ces rebuts ou ce manque de performance? Là, on va être dans cette analyse historique, statistique des données. C'est une grande de données avec le temps réel. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est là où on va faire plutôt de la prédiction. On va imaginer, la machine devient intelligente parce qu'en analysant ces données, on sait qu'elle va avoir un problème, on sait qu'elle va avoir une consommation d'énergie supérieure, on va le voir tout à l'heure dans les exemples. Donc, retenez 3 niveaux d'analyse, le monitoring, la partie analyse des données pour comprendre ce qui s'est passé en termes de performance, et puis une partie intelligence artificielle avec le machine learning, les problématiques de prédiction. Je vous mets ici un exemple de start-up qui développe des solutions Big Data. Bon, c'est une start-up qui a grossi, qui est assez connue maintenant, et qui donne son cycle un petit peu d'analyse. Bien sûr, il faut les collecter, on l'a vu dans l'analogie avec l'eau. Il faut obtenir de l'info, à quel moment j'ai quelles données. Il faut analyser les impacts, ce que je vous disais tout à l'heure, bah tiens oui, j'ai analysé je suivais mes paramètres et puis j'ai eu un impact de performance. Alors souvent on parle de le manque de la bonne performance est en vert et mauvaise en rouge. Hein. Ça c'est du management visuel. Bah tiens, pourquoi? Eh ben, je construis mon modèle pour voir un petit peu comment je peux contrer le rouge. Alors, je me rends compte que dans le rouge, j'avais ces capteurs-là qui donnaient ce type de valeurs. Eh bien, je vais me mettre à les suivre. Je vais mettre ces capteurs sous surveillance. Et donc, je vais pouvoir davantage anticiper la venue de problèmes. Et puis, une fois que je suis sous contrôle, j'améliore à nouveau. Et puis, je tourne dans cette roue de Deming qui est une roue infinie pour améliorer en permanence. Alors, évidemment, je vais améliorer tout ce qui est indicateur, KPI, Key Performance Indicator, que ce soit sur des défauts, que ce soit sur de l'overtime, que ce soit sur de la productivité, de la consommation d'énergie, des quantités, des rendements, des consommations matières, de la variabilité. Tout ça, ça va s'améliorer. Enfin, c'est fait pour ça. On y reviendra plusieurs fois sur cette partie amélioration. Un exemple réel de Thales à nouveau. Je vous ai parlé de SPC. Donc SPC, le SPC, ça existe depuis 50 ans. Statistique Process Control. Sauf qu'il y a 50 ans, on faisait ça à la main. Vous mesuriez, vous mettiez ça sur un tableau, généralement papier, et puis l'évolution, les dérives. Statistique Process Control. Quand est-ce que je sors de mon champ normal de fonctionnement? Eh bien, ces SPC, maintenant, deviennent digitaux. C'est-à-dire que j'ai mes données en temps réel, je les capte, et surtout, je regarde s'il y a une déviation. Et s'il y a une déviation, eh bien forcément, ça s'affiche en rouge, encore une fois, ce code couleur de management visuel. J'ai une carte SPC virtuelle digitale, et je sais quand je suis en dérive. Et ça, je sais le faire. Vous voyez, ces cartes de contrôle qui étaient avant sous forme papier, eh ben, maintenant je l'ai sous forme digitale, et mon technicien va réagir, technicien, ingénieur, peu importe, va réagir. Et puis après, si on n'a pas tous les éléments pour réagir en temps réel, on va analyser un deuxième niveau. Donc un exemple de SPC, vous en verrez dans vos stages et dans votre carrière d'ingénieur. Un autre exemple assez intéressant sur le big data, qui est
qui est souvent à rentabilité rapide, c'est le suivi des consommations d'énergie. Avant, on reportait simplement, on avait du reporting. On regardait ce qu'on consommait en énergie. Au mieux, par jour, mais c'était généralement plus au mois, on relevait les compteurs d'énergie, de kilowatts, etc. Avec la continuité numérique, avec la captation, avec tous ces capteurs qu'on peut maintenant plugger, on arrive à mieux monitorer. C'est-à-dire qu'on sait comment contrôler notre énergie et comment contrôler les surconsommations. Avant, quand un moteur surchauffait, par exemple, ou quand il y avait une anomalie sur une machine qui consommait plus que de normal, eh ben, on ne le voyait pas forcément. Maintenant, en sachant ce qu'une machine doit consommer normalement, avec l'analyse statistique, on va savoir déclencher, au niveau du monitoring, on va savoir déclencher une alerte. Bah, tiens, cette machine, elle ne consomme pas pareil qu'hier. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème de moteur? Est-ce qu'il y a un problème d'entretien? Et là, vous monitorez, vous savez si vous êtes en déviation, s'il y a un court-circuit, s'il y a une mauvaise fuite, une fuite à la terre. Vous savez le monitorer parce que vous avez de plus en plus de capteurs et que ces capteurs vous donnent de l'information sur les consommations nominales par rapport à ce qu'elles devraient consommer. Et puis, si on va plus loin, encore une fois, on passe plutôt en optimisation, en intelligence artificielle, on va prédire. Tiens, le mois prochain, alors évidemment, on va être en hiver, on va consommer plus de chauffage, ça n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour le savoir, mais on a tel niveau de production, on pourrait utiliser telle ou telle machine, on voudrait quand même limiter notre consommation parce qu'avec notre fournisseur d'énergie, on a des bonus si on ne dépasse pas tant de kVA, tant de kilowatts à la journée ou à l'heure ou à la minute. Donc, vous êtes capable d'optimiser votre consommation. Donc ça, dans beaucoup d'entreprises, et il y a beaucoup de startups, beaucoup maintenant de petites boîtes qui ont travaillé leur approche pour aider les entreprises à mieux maîtriser leur énergie, grâce encore à la continuité numérique, parce qu'on sait capter les données, et puis grâce à l'analyse des données avec les algorithmes spécifiques à l'énergie. Alors, des données, ça c'est un slide qui vient de Mobius, qui est un consultant. Évidemment, vous voyez, ça c'est la représentation d'une industrie un peu chimique, mais des données, il y en a depuis tout le temps, il y en a partout. Le problème, c'est qu'on en utilisait moins d'1%. Maintenant, on peut en utiliser peut-être 5, 10, 15. Donc quand on parle de mine de productivité, c'est qu'on avait une mine de données qui n'était pas exploitée et que maintenant on va pouvoir exploiter pour optimiser en permanence nos processus. C'est ça l'idée du big data et c'est ce qui va faire qu'on aura toujours des améliorations possibles, même quand on pense que notre process est optimisé. Je passe maintenant sur le chapitre de l'interface homme-machine, IHM. Donc là, on va parler de réalité augmentée. Ben oui, quand on vous dit, mais tiens, il faudrait qu'on passe dans l'industrie du futur, dans cette entreprise, cette PME, ça serait bien qu'on y aille. Ben vous vous dites, c'est simple, tiens, on pourrait peut-être donner des smartphones, des tablettes aux opérateurs, aux techniciens de maintenance, ça pourrait les aider, ouais, pourquoi pas. Hein, on parle de continuité numérique et de l'information au bon moment, donc ça a du sens. On parle bien sûr des fiches de poste, mais ça devient des écrans, et puis ça doit être à jour en temps réel. On va parler des lunettes, type Google, type Epson, pour aide au diagnostic, on va voir ce que c'est. Et puis de l'information en temps réel. L'interface homme-machine, quand vous êtes sur un équipement, sur un process, chez un client, vous voulez avoir de l'info en temps réel sur ce qui va être important pour vous dans votre domaine. Donc, c'est bien de l'interface. Interface, vous voyez, de l'info au bon moment. On va parler des puces RFID sur les composants communicants, donc on va parler des IoT sur cette partie-là, et puis sur la partie aussi automatisation. Ici, un exemple d'une autre
consultant Sitwell, qui dit, ben oui, mais vous voyez, on peut améliorer les interventions de maintenance en équipant nos techniciens de maintenance, nos ingénieurs de maintenance, en les équipant avec des lunettes connectées. Donc nos techniciens de maintenance, c'est encore plus vrai maintenant avec ces notions de travail à distance, de virus, où on peut pas être nombreux à intervenir. Donc on va faire intervenir des gens avec des lunettes de plus en plus sophistiquées. Les premières Google ou Epson n'étaient pas terribles, mais ça se sophistique tous les jours. Et vous êtes sur une machine et vous avez, sur le coin droit de votre œil, on va vous donner des informations soit sur ce que vous devez faire, soit sur ce que vous demandez. Vous êtes sur un composant, vous voulez savoir comment on le met en place, comment on intervient dessus. Vous êtes en connexion avec le fournisseur de machine, il vous renvoie sur votre lunette la documentation ad hoc, ou alors vous avez quelqu'un en ligne. Ça se fait de plus en plus. Par exemple, dans les dépannages d'ascenseurs, les techniciens de maintenance sur les dépannages d'ascenseurs partent avec leurs lunettes. Ils sont connectés avec leur entreprise, avec peut-être d'autres techniciens qui sont sur la partie centrale, ou avec les fournisseurs, et ils interviennent et ils gagnent du temps. Ils n'ont plus toute la documentation à papier, voire même digitale à se trimballer. Ils l'ont directement en réalité augmentée sous leurs yeux. Donc ça existe. Ça existe et ça s'amplifie. Alors on ne peut pas porter ce type de lunettes 8 heures par jour, il faut aussi se décontracter un petit peu, mais au moment de l'intervention, c'est très utile. Évidemment, vous allez gagner en productivité, vous allez diminuer vos délais d'intervention, vous allez augmenter votre TRS. TRS, taux de rendement synthétique, c'est le rendement, c'est votre efficience. Et puis, à force, évidemment, quelqu'un qui n'était pas ou très peu formé, à force d'utilisation de ces lunettes qui à chaque fois le renseignent sur un équipement, il monte en compétences. Ça lui facilite la vie et il augmente ses compétences. Un autre exemple de réalité augmentée, vous êtes là sur un poste de travail assez classique où l'opérateur qui arrive sur son poste, il ne sait pas trop quoi faire. Et il a une caméra au-dessus de lui et qui lui donne en réalité augmentée sur son poste de travail, qui lui montre en temps réel, voilà, tu es à ce stade d'assemblage, tu vas prendre une pièce à droite, tu vas prendre une pièce à gauche, tu vas les mettre comme ça. Donc c'est une autre forme de fiche de poste, de fiche de travail. Ça existe. Ce sont aussi des startups qui les développent et ça devient de plus en plus commun. Autre exemple de réalité augmentée, vous êtes sur un poste de travail. Là, vous avez une vidéo. Vous n'avez plus cette fameuse fiche de poste. Vous avez une vidéo qui vous aide en fonction de la tâche que vous avez à faire. Et vous pouvez toucher l'écran, vous pouvez zoomer sur l'écran, avoir du détail sur le type d'opération que vous allez devoir faire. C'est très, très ergonomique et ça vous facilite la vie. N'oubliez pas que les temps de formation quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes opérateur, technicien, les temps de formation sont très longs, sont très coûteux. Donc tout ce qui peut favoriser la partie formation, tout ce qui peut favoriser les complexités de compréhension d'un poste, grâce à la réalité augmentée, vous pouvez vraiment aider à cette approche-là. Une autre forme de réalité augmentée à travers les RFID, donc les puces RFID, donc pour identifier une localisation des composants. Avant, on avait l'EDI, échange de données informatiques, généralement par du code barre, voire par mail avec des informations, du code barre, du screenage de code barre. Maintenant, les palettes, les composants, les camions sont équipés d'RFID et non plus à être flashés. Ça passe dans différents tunnels, soit quand c'est chez le fournisseur, quand ça part du fournisseur, quand ça arrive dans l'usine. Vous savez en temps réel quand les composants arrivent. Et si je reviens par rapport à tout à l'heure à la continuité numérique, donc j'ai une palette d'un composant X qui est dans ce camion. Ce camion va passer ce tunnel de détection RFID. On va capter l'information que la palette X est arrivée à l'usine. Au niveau de la GPAO, au niveau de l'ERP,
au niveau des SAP, tiens, on va avoir cette information qui va remonter par la pyramide SIM, oui, tiens, c'est arrivé, ok. Donc l'ordre de fabrication qui était prévu sur une ligne d'assemblage peut être validé parce qu'on sait que les composants sont là. Donc vous voyez ce type de productivité qu'on n'avait pas avant, ben maintenant il est facilité grâce à cette réalité d'informations que l'on peut recevoir à travers des IoT. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de productivité? Ben, on veut réagir plus vite parce qu'on partage les données plus facilement, parce qu'on sait plus facilement quand il y a un écart, parce que nos données sont beaucoup plus précises, ce n'est pas du reporting manuel, on sait les capter de manière efficiente, parce qu'on manage mieux les machines, les efficacités, on a beaucoup plus d'informations sur la partie activité, rendement. La maintenance, l'activité de la maintenance, elle est favorisée parce qu'eux aussi ont des données sur le fonctionnement des machines. Donc on est bien dans les réactions rapides. Encore une fois, j'insiste lourdement, je peux le faire parce que j'ai la bonne info au bon moment à la bonne personne. Sinon, si ça repasse par 10 intermédiaires, vous n'améliorez rien. Et donc, vous avez des tableaux d'information systématiques. Les tableaux qui étaient avant des tableaux papier, de briefing, etc., sont devenus digitaux, déjà par une approche de reporting, et sont devenus digitaux par la connexion directe avec les équipements. Donc, une réaction beaucoup plus rapide aux écarts, c'est ça la réalité augmentée qui se traduit sur la partie humaine par l'interface homme-machine. Vous voyez là un exemple. Là, on est dans le groupe SEB. Vous avez ça tourne en temps réel. Vous savez les lignes. Vous avez la ligne qui est OK, mais vous avez eu à cette heure-là, l'heure numéro 2, vous avez un problème. Et ici, vous avez un autre problème avec une performance à 51%. Vous savez la quantité restante. Donc, vous avez de l'info en temps réel sur votre ligne de production. Et ça, ce type d'écran, vous pouvez l'avoir soit pour une ligne complète, soit individuellement, sous forme d'une montre, sous forme d'un smartphone, sous tout support possible. Info en temps réel, encore une fois, connecté avec ce que je vous racontais sur la partie continuité numérique et puis sur les données, parce que les données, il faut bien qu'elles arrivent, les données de quantité, les données de vitesse. On va maintenant passer au quatrième thème qui sont les nouveaux axes d'automatisation. Alors, on parle de Cobo, on parle d'AGV, on parle de Smart Automation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allons voir un petit peu ce que c'est. Alors, vous voyez cette image-là, vous voyez ce qu'on appelle des AGV, Automatic Guided Vehicles. Donc, ces AGV vont transporter les composants d'un endroit à un autre, eh ben, avec de l'information, bien sûr, l'information qu'il aurait donnée soit par une couche haute, c'est-à-dire la partie GPAO, soit par une couche basse, une machine qui appelle un composant. Donc, une grosse automatisation. Grâce aux AGV, on va revenir dans le détail sur les AGV après. Et puis ici, excusez-moi, petite fausse manip, hop. Et puis ici, une image. Hop. Une image où vous voyez, eh ben ça c'est un Cobo. Je le déplace avec ma main là. Et puis ça c'est un robot. Donc Cobo robot dans la même entreprise. Donc des AGV, des Cobo, des robots. Hop. Caractéristiques du Cobo versus robot. C'est quoi un Cobo? C'est quoi un robot? Et pourquoi ils sont différents? Alors, un Cobo par rapport à un robot, il va avoir une force, une puissance limitée. Pourquoi? Parce que le Cobo, c'est un robot collaboratif. Il collabore avec l'humain. Et si on est sur des grosses puissances,
on ne sera pas en sécurité. Et la sécurité, c'est que, vous voyez cette image en bas à droite, l'humain peut travailler, comme en haut à gauche, peut travailler juste à côté du Kobo. Parce que si l'humain touche le Kobo, il s'arrête. Donc, de ce fait-là, les puissances sont davantage limitées. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas à avoir une barrière, des barrières matérielles pour isoler le robot. Donc, dans l'implémentation, et l'implantation d'un Kobo sera beaucoup plus facile que l'implantation d'un Kobo. Et puis, autre avantage du Kobo, on va pouvoir le programmer assez facilement en le guidant à la main. On va faire son programme tout simplement. On va se mettre en programmation. On va tenir la tête du Kobo et puis on va programmer son mouvement. Et il sera programmé immédiatement. Ce qui fait que des Kobos, on peut s'en servir à différents endroits d'une entreprise dans la même journée, suivant ce qu'on veut faire. Donc, c'est un complément au robot. Alors, on a maintenant vous voyez, on a des Kobos avec 2 bras, mais on pourra en avoir avec 3 bras. Donc ça devient hyper précis. Alors, on est sur des tâches très fines, mais ça devient hyper précis. Là, on est dans la société Brown, qui fabrique, je crois, des systèmes de câblage. Et vous voyez, cette dame-là avait une complexité de tâches répétitives, et puis ce n'était pas terrible en ergonomie, et bien elle a pu être remplacée par ce type de Kobo. Donc on peut avoir, du coup, on a un gain, on va éliminer des TMS, des troubles musculo-squelettiques, parce que cette personne-là, elle avait quand même beaucoup d'handicap en termes d'ergonomie. On va avoir un rythme de production qui va être beaucoup plus régulier. Et puis, sur ce type d'intervention, eh ben, le fameux ROI dont je vous parlais tout à l'heure, retour sur investissement, il est de 6 mois. Donc, très intéressant, évidemment. J'ai voulu... je vous donne d'autres exemples d'utilisation de Kobo. Souvent, ces Kobo ont des tâches hyper simples. Là, on parle vous voyez, on positionne des pièces sur un convoyeur. Bon, avant, c'était peut-être un quart de personnes qui faisaient ça. Maintenant, c'est un Kobo qui le fait. Donc, on va améliorer le TRS, on va améliorer la traçabilité, etc. On va gagner l'équivalent d'un équivalent temps plein et surtout, beaucoup moins de contraintes de travail. Alors, un ordre de grandeur, pour vous donner une idée, puisque j'ai parlé de ROI, retour sur investissement, c'est quoi un coût de Kobo? Bon, il faut savoir que des Kobo très simples, basiques, de ce type, de ceux que vous voyez, celui de gauche, là, 2 bras articulés, qui va faire de la dépalettisation, qui va prendre un composant et le mettre sur un convoyeur, qui va être à côté d'un opérateur pour l'aider à travailler sur une tâche, qui va assembler un composant, du pick and place, qui va contrôler quelque chose, qui va former du packaging, voire même qui va faire du packing ou mettre en palette. En fonction de la complexité de la tâche, on part du Kobo simple jusque des Kobos plus lourds, plus compliqués, où il va falloir de l'intégration par rapport à son environnement, des implémentations plus complexes, des connexions avec les couches hautes, les couches basses. Donc, on va aller de 30 000 € sur une implantation simple jusqu'à 100 000 €. Ces prix-là vont baisser, mais c'est l'ordre de grandeur d'un Kobo. Un Kobo comme celui que vous voyez à l'écran, c'est de l'ordre de 20-25 000 €. Un robot, de la même façon, va être autour de 20-25 000 €, mais un robot ne peut pas faire ce qu'un Kobo fait, un Kobo ne peut pas faire ce qu'un robot fait. Donc, il faut choisir en fonction de la tâche, et les ordres de grandeur sont ceux-là. Si vous gagnez entre 30 et 100 000 €, l'équivalent d'une personne, c'est 40 000 € par an. Donc, ça vous donne des idées de retour sur investissement. Si c'est une tâche qui doit être faite 24 sur 24, que vous gagnez l'équivalent d'une personne, ben, votre Kobo, il est amorti en 1 an. Et donc, généralement, on cherche des ROI de l'ordre d'1 an, maximum 2 ans. Je passe aux AGV. Donc, c'est un autre axe de robotique mobile. Tout à l'heure, on a vu les photos des AGV qui étaient je crois que c'est dans l'usine PSA. Donc ça, vous voyez, ça ressemble à des chariots élévateurs très classiques,
Ceux-là peuvent même être pilotés par un humain, mais ils se déplacent seuls et, et sont, et sont soit guidés au sol par des bandes, soit guidés par des caméras. Ici, ce sont des AGV qu'on appelle des AGV tortues, beaucoup plus simples. Vous voyez, on va mettre une palette dessus pour la déplacer d'un endroit à un autre. Mais c'est un autre axe de robotique mobile. On a même maintenant des robots qui sont des cobots qui sont sur des AGV. Ça commence à se voir. Alors, comment je prépare mon entreprise à la robotique mobile? Bien sûr, si je mets du cobot, si je mets des AGV, il faut quand même de l'aménagement. Il faut que j'ai mes liaisons avec mes machines. Mon AGV, je ne peux pas le faire arriver n'importe où, donc il faut qu'il sache où il arrive sur le convoyeur. Il faut qu'il soit relié aux couches hautes avec la liaison au GPAO. Il faut que le personnel qui est autour soit connecté par rapport à ce cobot, par rapport à cet AGV si c'est intéressant, important. Et puis, il faut que je sache comment il fonctionne, il faut que je le monitore, notamment sur la partie énergie, parce que ces AGV, bien sûr, il faut les recharger. Donc, ça se prépare tranquillement avec une certaine méthodologie. Les enjeux, je l'ai déjà dit, mais les objectifs, on va vouloir diminuer les stocks, maîtriser, tracer les flux, optimiser les espaces de travail. Hein. J'ai besoin de moins d'espace pour mettre tout en place. Donc j'optimise. La surface, c'est de l'argent. Et puis, je vais gagner en coût de revient, les TMS, la sécurité, la qualité, etc., etc. Beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais encore une fois, avec un coût, et encore une fois, par rapport à ça, tout n'est pas merveilleux. Il faut à chaque fois, ayez-le en tête, ce n'est pas parce que vous avez une idée géniale, il faudra, in fine, travailler la partie retour sur investissement. Mais c'est possible si c'est bien travaillé. Alors, une autre forme d'automatisation que nous n'avions pas avant, qui est l'automatisation les automatisations grâce aux IoT, Internet of Things. Maintenant, on peut connecter ces machines, on l'a vu tout à l'heure, on a des RFID sur des composants, on peut mettre des capteurs de toutes sortes sur des machines, on peut mettre des capteurs de vibration par exemple, pour faire de la maintenance prédictive, un capteur de vibration, si la machine réagit différemment du nominal, le capteur de vibration va le sentir. Donc vous placez vos IoT, l'énergie, parce que vous allez mettre des capteurs énergétiques, vous placez vos IoT aux bons endroits pour avoir une utilisation directe, ou quand vous pouvez avoir d'autres applications, la géolocalisation, là on l'a vu avec le RFID, vous pouvez amener d'autres fonctionnalités, imaginez tout ce que vous voulez avec Internet of Things, et puis même aller jusque chez le client, vous développez un produit, vous voulez savoir comment ça fonctionne chez le client, vous lui collez les capteurs qui vont bien, les IoT qui vont bien, vous récupérez de l'information sur l'utilisation de sa machine. Par exemple, dans le groupe SEB, on fait des machines à café professionnelles. Avant, les gens de maintenance se déplaçaient de manière régulière pour vérifier les machines. Maintenant, ils sont informés par des capteurs qui sont dans la machine, qui sont reliés à Internet, et qui leur disent, tiens, c'est bizarre, le café coule moins vite sur cette machine professionnelle, ou alors il y a une vibration anormale, et du coup, ça vous permet d'intervenir plutôt en prévisionnel, en prédictif. Donc les IoT, c'est quand même aussi une approche, alors smart, intelligent, ou même, on pourrait dire, malin, une approche maligne de l'automatisation qui peut ne pas coûter cher et vous rendre de grands services. Et je vais vous montrer cette vidéo, ça va me faire souffler 2 minutes et ça va vous montrer que des fois, il faut penser à d'autres approches.
Donc vous voyez, une approche, on fait un inventaire, on utilise les drones. Alors ce n'est pas nouveau, mais c'est simplement une démonstration que avec les IoT, on va pouvoir développer toutes sortes de nouvelles approches et qui vont rendre des services impressionnants. J'ai mis deux autres exemples, je vais passer rapidement dessus. Ici, j'ai une valise, c'est un pack énergétique qui est utilisé par une société et ils voulaient savoir un petit peu comment l'optimiser. Donc, ils lui ont collé quelques IoT, ils lui ont collé quelques IoT et ils savent en permanence d'abord savoir où c'est et puis contrôler l'état et la consommation en temps réel. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas avant. Donc cette petite invention a rendu beaucoup de services grâce aux IoT. Ici, c'est une autre invention, une autre société qui a développé cette approche-là pour savoir dans les camions quel était le niveau de chargement. Donc ils ont collé de la vision et puis aussi des capteurs, je crois c'est des capteurs de poids et de volume dans le camion. Et donc on sait en temps réel comment le camion est chargé. Non pas seulement par de la transmission d'informations soit par le conducteur ou par la société, mais en temps réel, on sait où est le camion et comment il est chargé. Et s'il y a une opportunité de colis ou de transport à prendre, on sait le faire en temps réel facilement. Il y a plein de petites choses et du coup, il y a plein de petites startups qui se créent parce qu'il y a une idée qui arrive sur de la vision, sur telle approche et on crée, on innove. C'est ça qui est génial avec cette dimension 4.0, c'est qu'il y a des thèmes d'innovation multiples. Alors, comment ça se construit? Vous voyez, je reparle là, on a cet IoT, cet objet qu'on va vouloir connecter avec l'IoT. Il faut se connecter, il faut les capteurs qui vont bien, et on parle beaucoup de la 5G en ce moment. La 5G, une de ses plus grosses utilisations, ça va être de faire communiquer tous ces objets qui vont repasser à travers peut-être des applications type SaaS, et puis qui vont être traités sur le cloud. Donc une approche assez différente du passé et assez simple grâce à la 5G, grâce aux plateformes SaaS. Vous pouvez innover sur la partie IoT dans le cadre de cette Smart Automation. Alors, dernière partie que l'on explore ensemble sur l'industrie du futur, avant de parler des hommes, on va parler de la simulation. Alors là, on n'est pas en réalité augmentée, on est en réalité virtuelle. Tout à l'heure, en réalité augmentée, on était en face de vraies machines, de vrais équipements. Maintenant, on passe en réalité virtuelle. Donc, on est sur de la simulation. On va beaucoup parler de simulation. Alors, cette partie simulation, juste en éclairage, elle existe depuis longtemps. Il y a longtemps que les simulations existent. Je prends l'exemple du plastique. L'injection plastique, donc une presse injectée avec un moule au milieu qui fabrique une pièce, peu importe la pièce, un pare-choc par exemple, ou une coque de fer à repasser. On savait avant modéliser. Il y avait des logiciels du type Molflow qui sont toujours basés sur une approche d'éléments finis. Les approches d'éléments finis, avant vous décomposiez votre pièce par exemple en petits morceaux de 1 cm3, voire 1 mm3. Maintenant, grâce au digital, vous êtes capable d'aller beaucoup plus finement, d'être beaucoup plus précis, et vos éléments finis deviennent des nanomètres cubes. Et plus vous vous rapprochez, plus votre niveau de précision est important, plus vous vous rapprochez de la réalité. Donc, tous ces logiciels ont évolué, il y en a eu de nouveaux, et on se rapproche de plus en plus de la réalité. Et faire du virtuel, ça a beaucoup d'intérêt au niveau du préventif, c'est-à-dire que dans les étapes de conception, on va faire du virtuel plutôt que de faire beaucoup de prototypes pour rien. Donc, vous entendrez parler de jumeaux numériques, le twin digital twin. Donc, on peut avoir des économies substantielles. C'est pour ça, bien sûr, que je parle de ce chapitre. Ici, on voit, en simulation, on va pouvoir mettre en œuvre un cobo,
tiens, ce cobo, là, il va placer la pièce verte sur le convoyeur. On va voir en simulation, on va construire cette simulation sans photo, sans rien. On va la construire avec des éléments de cobo qui sont faciles à mettre en place. Et on regarde si ça passe pas, si c'est intéressant, combien de temps on gagne. On va simuler un poste de travail. Vous voyez, cette personne-là, elle est en train de faire une application. Et l'idée là qu'on avait, c'était de dire, mais tiens, mais quelle force cette dame-là, ou cette personne-là, elle doit appuyer pour clipper ce produit-là. Est-ce qu'il faut 1 kg? Est-ce qu'il faut 100 grammes? Donc les simulations sont de plus en plus fines. Tout à l'heure, on voyait des écrans sur les postes de travail. Là, on apprend aux gens, on les forme. Ici, sur la partie droite, on forme une personne à peindre. On le forme à la peinture. Avant, pour former quelqu'un, vous lui donniez un pistolet, il allait sur du réel. Donc, vous lui appreniez sa vitesse de pistolet, son débit à mettre. Maintenant, il le fait en simulation, en virtuel. Exactement comme le pilotage d'un avion quand vous apprenez à piloter ou vous êtes en virtuel parce que en situation réelle, vous ne pouvez pas vous le permettre, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons de coût. Ici, sur la partie gauche, les techniciens, là, ils sont dans un équipement virtuel. Ils ont leurs lunettes, hein, comme quand on fait des jeux, là. Ils ont leurs lunettes, ils ont des capteurs, et ils sont rentrés dans leur équipement. Et ce qu'ils veulent vérifier, c'est, par exemple, les encombrements. Ou ce qu'ils veulent vérifier, c'est peut-être le passage des pièces. Donc tout ça, ça les aide. Ça les aide à prendre des décisions, mais de prendre des décisions sur du virtuel. Donc ça coûte zéro, globalement. Une fois que vous avez construit votre simulation, et ben, tout ça, ça fait que les temps de formation, les temps à passer sur l'amélioration de l'ergonomie, c'était des postes de coûts importants. Maintenant, vous les réalisez virtuellement, donc vous faites de l'économie. Et toutes les sociétés, quand elles mettent en place des nouveaux moyens, si elles peuvent faire une simulation, elles en ont tout intérêt. Ici, je vous montre une simulation d'implantation de flux. Alors, on est sur un nouveau process. Ici, on a la personne, là. Alors, dans la simulation réelle, ça, c'est en mouvement. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas le monter, c'était trop lourd c'était trop lourd et ça ne passait pas en ligne. Mais sur un logiciel de simulation assez puissant, vous allez voir ces plateaux-là avancer et vous allez voir s'il y a suffisamment de plateaux, si la vitesse demandée de chargement est suffisante ou pas, si le robot qui est là arrive à prendre les pièces en temps réel, à quelle vitesse il faut aller. Et ça, vous allez le faire en simulation. Le jumeau numérique, il peut prendre sa dimension dès le bureau d'études, avec cette pièce-là que vous voyez à gauche de pare-choc, et puis continuer sa simulation sur une machine. On va lui dire donc, tu vas passer sur cette machine à travers des paramètres de machine, et on va lui dire, ben voilà, on remarque que le moulage de cette pièce, il passe par des zones, vous voyez, les zones rouges, bleues, vertes. Donc, quand c'est rouge, ça s'injecte très mal, puisque c'est au bout de la pièce. Donc, on sait, l'idée, c'est d'avoir tout en vert, ou si tout n'est pas en vert, c'est de dire, mais attention, sur ce point d'injection de pièces-là, il va falloir l'augmenter ou le diminuer, ou passer sur une machine plus ou moins différente. Et ça, on a construit la simulation de la pièce en CAO jusqu'à la réalisation. On a construit un jumeau numérique de la pièce, un jumeau numérique du process pour être en avance de phase sur la réalisation. Et ça va donner à la fin le type de SPC qu'on va devoir suivre avec les paramètres importants. Donc, une approche très intéressante également. Donc, on a fini la partie, je dirais, un petit peu technique, numérique 4.0. La bonne info au bon moment, l'analyse de données, la réalité augmentée avec des personnes qui sont connectées, qui captent de l'information en temps réel, des nouveaux axes d'automatisation, et puis faire un peu de préventif quand même avec la simulation pour gagner du temps en réalisation.
Mais dans tout ça, je n'ai pas parlé des hommes. Et là, nous y arrivons. Comment on se voit dans ce contexte? Comment embarquer tous les collaborateurs, les erreurs à éviter et comment leur donner envie? Je parle de pull et de non de push. Donc évidemment, quand je parle de maturité, je parle de maturité de l'entreprise. Une entreprise qui n'a pas développé de système d'amélioration, elle a peu de chances de passer du 2.0, voire 3.0, 4.0. Il faut qu'il y ait une maturité que j'appellerais la maturité lean, lean manufacturing, à tout niveau. Pourquoi? Parce qu'une transformation digitale, ok, c'était sympa ce que je vous ai montré avant, mais il faut le faire, quoi. C'est pas si simple. Donc, une transformation, ok, le digital c'est 20%, mais 80% ça va être de la sueur pour justement transformer et passer des étapes. Donc, son enjeu essentiel, ce n'est pas la technologie, c'est une question de leadership, de conduite du changement et d'engagement des équipes. Si vos équipes ne sont pas engagées, ça ne marchera pas. Je vous parle de Lean parce que, et là c'est un slide de Forestia, Forestia qui est avancé sur la partie digitale, a bien compris que le digital c'était le nouveau Lean, c'était l'évolution du Lean manufacturing. C'est pas avec le digital qu'on a commencé à identifier les manques de performance, les déchets, les rebuts, les mauvais rendements. Mais ce qu'on a fait, c'est que quand on était au bout du lean manufacturing, on avait des briefings tous les jours, on connaissait nos KPI. D'autres, on a une source de données différente, plus intéressante, plus importante, et on est arrivé au bout avec le lean. Et puis, cette approche digitale nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, dans votre vie professionnelle, pour ceux qui seront dans des séries, dans l'automobile, dans l'aviation, dans les meubles, peu importe dans quoi, on vous dira la performance, c'est maîtriser la variabilité. La variabilité. Tous les process ont des niveaux de variabilité, des notions de capacité. Le Lean était fait pour limiter cette variabilité, la rendre la plus faible possible, contrôler tous les paramètres. On arrivait à y aller jusqu'à un certain point. Le digital en amène une autre. C'est pour ça que je parle d'un préambule qui est d'avoir un certain niveau de maturité, mais dans le sens de l'excellence opérationnelle. Si vous n'avez pas un bon niveau de 5S, si vous n'avez pas un bon niveau de communication dans votre entreprise, si vous n'êtes pas habitué aux indicateurs, c'est illusoire de donner des tablettes, de faire apparaître du digital, du monitoring à des personnes qui ne se seront pas mis dans cette dynamique d'excellence. C'est vraiment un prérequis. Encore une fois, là je vous donne des erreurs à éviter. Scalian, c'est un consultant. Parade, c'est un fabricant de chaussures qui a, en France, qui a innové dans le digital. Donc lui, il nous a montré un petit peu les erreurs à éviter. Erreur à éviter, chercher un usage d'une technologie. Vous avez une technologie, vous voulez absolument l'utiliser, mais vous n'avez pas réfléchi à l'usage, ça ne marchera pas. Il faut aussi avoir une stratégie quand même d'implémentation. Si vous dites à l'individu qui va utiliser votre approche, vous allez l'utiliser sans lui expliquer, et tu utilises comme un robot, ça ne marchera pas. Si vous rattachez des objets personnels à un IoT, ça ne marchera pas non plus. Ça, c'est l'histoire d'Amazon qui mettait des capteurs de mouvement sur le personnel pour voir la vitesse à laquelle ils allaient faire. C'est évident que ça passe pas. Raisonner sur des modèles classiques, non. Il faut sortir de la boîte. On l'a vu tout à l'heure avec le drone. Entretenir ses acquis et croyances marché, non, il faut sortir de la boîte encore une fois. Et puis n'ayez pas peur de vous tromper. Hein. Ça, c'est aussi, ça fait partie du jeu. Enfin, du pull et non du push. Je veux dire que il faut que ces innovations, elles soient tirées par les utilisateurs.
On parle de social pool. Alors, je vais faire un petit zoom là-dessus. Le problème, il faut l'analyser avec les acteurs, avec les utilisateurs. Et puis, quand vous êtes en train d'innover, il faut les impliquer. Si vous voulez faire une automatisation avec un Kobo, vous les impliquez, vous lui montrez la simulation, vous lui dites voilà, je voudrais l'implanter comme ça, il va faire ci, qu'est-ce que tu en penses? C'est un robot collaboratif, il va travailler avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Comment tu le vois? Il faut bien sûr, dans l'implémentation, il faut former, il faut faciliter cette acceptation. Et puis, vous allez voir, quand ça se met en place, les utilisateurs sont force de proposition pour améliorer la solution. Personnellement, dans certaines usines du groupe SEB où on a mis en place des cobots, j'ai des personnes qui venaient me voir et qui me demandaient mais pourquoi moi je n'ai pas un cobot? Vous voyez, ça devenait très intéressant. Donc ça, il ne faut pas hésiter à avoir cette notion de pool. Il faut la rechercher. Il faut susciter l'innovation. Si vous êtes dans le push, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais ou ça va marcher, ça va se planter. Il faut rechercher cette roue virtueuse de social pool. Encore un autre dans le même esprit qui résume à la fois mettre en place un processus anthropocentré. Hein. Il faut tenir compte de l'homme, évidemment. Il faut analyser, remonter et analyser les problèmes de terrain, confier les projets aux utilisateurs, créer des équipes pluridisciplinaires. Bah oui, il faut que les gars de la maintenance, de la production, du service client soient concernés. Se renforcer en compétences grâce à l'extérieur, sous-traiter, hein, utiliser des moyens déjà acceptés ou des solutions matures, considérer encore une fois les attentes des utilisateurs, ce fameux pool. Alors, pour conclure, utiliser l'intelligence, hein, 80% c'est quand même la transformation. On reste meilleur que la machine. Le cerveau humain, malgré l'intelligence artificielle, reste bien meilleur et consomme beaucoup moins en kilowatts. La technologie, il faut savoir que c'est un outil, mais maintenant, je vous l'ai dit, avec les IoT, il y a plein d'outils qui arrivent et il faut en profiter. Quand vous serez dans une entreprise, qu'on vous chargera de projets, essayez de viser ce qu'on appelle les low-hanging fruits. Les retours rapides. Qu'est-ce que c'est que les rapporter rapidement et facilement? Il faut démontrer tout de suite sur une approche par exemple, de data avec oui, j'utilise ces données-là et tout de suite, j'ai une amélioration. Ce qu'on appelle vraiment le retour rapide d'investissement parce que il y avait juste qu'à prendre, quoi. Et là, quand vous arrivez et que vous montrez ça, bah, tout de suite, ça suit derrière et vous êtes crédible. Faites toujours appel à votre bon sens. Ça marche toujours. Le bon sens, identifier vraiment les besoins. La philosophie Lean n'est pas morte, c'est simplement une continuité et les données disponibles, c'est la continuité du Lean et c'est hyper intéressant. Et puis, cette culture, elle évoluera. Elle évoluera parce que les gens seront beaucoup plus confortables avec des moyens qui seront plus sympas que le papier et le crayon, avec des tablettes, avec des lunettes, avec des visions de performance, avec des simulations où les implique. Donc la culture, elle évolue, et tout ça dans la transparence. Voilà un petit peu, ça c'est un slide Alstom. J'ai mis des slides de différents groupes pour vous montrer que cette industrie 4.0, elle est partout. Là, j'ai présenté des grands groupes, mais j'ai présenté aussi des petites sociétés comme Parade juste avant. Alors, à titre de démonstration, je vais vous montrer maintenant, vous allez voir deux vidéos. Une vidéo d'Airbus et puis une vidéo du groupe SEB. Vous vous rappelez la vidéo du début d'il y a 5 ans sur PSA avec l'approche conceptuelle. On a parcouru ensemble les approches techniques. On vient de voir un petit peu l'influence et comment l'homme pouvait être clé dans cette approche de transformation. Je vous montre ces vidéos.